Merci beaucoup, Anka. J'espère que vous m'entendez bien et nous avons la difficile tâche d'être la dernière table ronde de l'après-midi. Effectivement, sur les nouvelles compétences et les nouvelles formes de collaboration, et à nouveau, on va essayer de maintenir un maximum d'interactivité avec le chat pour les questions-réponses ou éventuellement le maximum aussi de discussion avec nos interlocuteurs et notre panel. Un bref propos introductif pour rappeler finalement que dans le cadre de cette crise sanitaire, on a vu finalement de multiples exemples qui ont illustré la capacité de l'écosystème français à faire face. Faire face pour trois objectifs. D'abord, finalement, assurer la protection des citoyens face à l'épidémie. Ensuite, permettre au système d'accueillir les patients Covid. Et enfin, maintenir la prise en charge des patients chroniques. Alors, il y a eu plus ou moins de succès et plus ou moins d'efficacité de ces différents objectifs. Néanmoins, on s'est quand même rendu compte qu'il y avait eu un désir de travailler ensemble avec probablement la nécessité de contribuer, de faire quelque chose face notamment à l'importance de l'enjeu et finalement face à une épidémie qui était parfaitement inhabituelle et jamais vue en France au moins depuis 100 ans. Dans ce cadre-là, cette tendance collaborative, elle interroge aussi finalement par rapport au modèle qu'elle peut poser pour le futur. Est-ce qu'on parle finalement de quelque chose de nouveau ou juste d'une tendance qui est accélérée? Est-ce qu'on pense qu'aujourd'hui, c'est quelque chose qui peut avoir lieu et se propager à nouveau dans les années 2020-2030 et finalement quel impact réel ont eu ces nouvelles compétences, ces nouvelles formes de collaboration, c'est quoi leur gain d'efficacité, est-ce qu'on a une certaine idée des premiers projets qu'on a obtenus. Ce que je vous propose peut-être, avant de passer la parole à Armelle Graciet, qui va nous parler notamment de tout ce qui est partenariat public-privé, c'est déjà de partager une première question autour finalement de la mise en place de ces nouvelles collaborations. Comment on peut les optimiser à l'avenir? Comment on pourrait faire en sorte que dans le cadre de cette seconde vague ou dans le cadre des futures crises sanitaires, on puisse répondre de manière plus efficace et plus rapide? Plusieurs options vous sont offertes. La première, c'est finalement l'organisme interministériel et la capacité à travailler de manière transversale avec l'État et avec un seul canal de communication pour éviter finalement de multiplier les échanges avec les différentes directions ou les différents ministères. Par ailleurs, l'ouverture des autorités de santé aux projets collaboratifs, notamment avec le privé. La capacité aussi d'inciter au partenariat public-privé pour les chercheurs et professionnels de santé, le business model qui permet de rémunérer, y compris au niveau des données, chaque participant, notamment privé, à la collaboration. Et enfin, la notion de cadre juridique qui renvoie aussi souvent à un certain nombre de discussions et de problématiques pour savoir qui est responsable de quoi, notamment pour les solutions digitales qui collectent des données et qui ont de multiples intervenants. Je vous propose de faire part de vos choix et sans plus attendre, je passe la parole à Armelle qui va nous illustrer de son point de vue la manière dont s'est passée la discussion avec les autorités de santé et notamment les entreprises privées. Merci Thibault, bonjour à tous et merci pour cette invitation. Alors je crois que si les autorités avaient encore un doute sur le fait que les industriels du dispositif médical sont des véritables acteurs de santé, je pense que la question est résolue aujourd'hui puisque ils ont été au cœur du traitement de tous les patients atteints de Covid dans les services de réanimation. Et c'est vrai qu'ils ont été extrêmement sollicités pendant cette crise et il y a eu énormément d'interactions entre notre organisation et nos entreprises et les différentes administrations. Donc, c'est vrai que on a pu constater à la fois des choses extrêmement positives et puis, on va dire, des points d'amélioration. Dans les choses positives qu'on a pu constater quand même, c'est qu'il y a eu effectivement une très bonne capacité d'adaptation de l'État dans cette période de crise, avec des actions de l'État pour aider les industriels qui ont été extrêmement efficaces. Pour exemple, il y a des industriels qui n'étaient pas forcément des fabricants de dispositifs médicaux qui ont en tous les cas réorienté leur ligne de production vers des écouvillons, vers d'autres dispositifs médicaux relativement simples, mais qui n'en restent pas moins des dispositifs médicaux que nous avons mis en relation avec, entre autres avec l'ANSM. C'est vrai que l'ANSM a fait preuve d'une très grande réactivité pendant cette période pour permettre aux différents acteurs
de participer à l'effort de guerre, si je puis dire. On a eu aussi des adhérents qui se sont retrouvés un peu en situation de difficulté de production parce que leurs sous-traitants avaient fermé leurs usines. Et ben, il est vrai que l'intervention de la DGE ou des préfets de région ont permis la réouverture de certains établissements pour pouvoir permettre la production des dispositifs médicaux. Donc c'est vrai qu'on a eu quand même des interactions extrêmement positives avec les administrations. Néanmoins, force est de constater que la coordination des différents services de l'État laissait quand même beaucoup à désirer, puisqu'on a très souvent été sollicité plusieurs fois par jour sur les mêmes questions par des administrations différentes. Et c'est vrai qu'en termes d'efficience, c'était un petit peu compliqué à gérer. Donc c'est vrai qu'on aurait souhaité qu'il y ait une plus grande coordination des services de l'État et peut-être dans les recommandations, dans les propositions futures qu'on pourrait faire, inciter les administrations à travailler un petit peu plus en mode projet, comme ça se fait maintenant de plus en plus dans les entreprises, et non pas en silo comme on a l'habitude de le vivre nous au quotidien. Et puis, si on doit tirer des conclusions de ce qui s'est passé également, c'est que on aimerait bien que, puisque finalement on a fait un petit peu la preuve de notre capacité à être force de proposition et d'accompagnement de ce système de santé pendant la période de crise, on aimerait bien que ça ne s'arrête pas avec la fin de la crise et que les industriels soient vraiment considérés comme des acteurs du système et soient inclus dans toutes les discussions où ils peuvent apporter une vraie valeur ajoutée dans les réflexions. Et puis enfin, pour terminer, ça faisait partie des questions qui figuraient dans le petit sondage qu'on a fait juste au démarrage de cette table ronde. Une façon de régler la situation serait effectivement de proposer la création d'une commission peut-être interministérielle ou d'un organisme interministériel qui serait chargé de la coordination transversale des administrations, un peu un chef de guerre, si je puis dire, parce que là, on a quand même eu l'impression qu'il n'y avait pas de chef de guerre et qu'il n'y avait pas de commandant en chef des armées plutôt, et que les administrations roulaient chacune pour elles. Et je pense que ça a probablement, je dirais peut-être pas porté préjudice, mais en tous les cas ralenti certaines opérations qui auraient peut-être pu être plus rapides. Voilà ce qu'on peut dire globalement sur le partenariat qui a pu se passer entre l'État et les entreprises du dispositif médical pendant, en tous les cas, pendant la première partie, la première période de confinement. La deuxième est un peu plus simple parce qu'il y a des tas de problématiques qui ont été soulevées lors de la première période qui n'existent plus aujourd'hui. Donc, on va dire que notre quotidien est un peu moins chaud et un peu moins tendu qu'on l'a vécu au mois de mars et au mois d'avril. Merci beaucoup, Armelle. Je pense qu'on a beaucoup d'informations extrêmement intéressantes avec les réponses au questionnaire. Et on se rend compte que finalement, il y a à la fois beaucoup de solutions possibles, mais qu'elles sont probablement toutes à mettre en place. Je retiens quand même effectivement le dispositif incitatif au partenariat public-privé pour les chercheurs et professionnels de santé. Et ça fait une excellente transition, notamment avec Thomas, pour Thomas Landrin de Yogel, puisque finalement, ce qu'on a vu aussi avec le Covid, c'est finalement la capacité à travailler, à s'affranchir de la géographie, à s'affranchir des éventuels cadres administratifs qui peuvent nous bloquer dans certains cas, et d'avoir des projets d'open innovation autour justement de projets digitaux collaboratifs. Et je pense que c'est l'occasion peut-être de revenir sur certains de ces exemples qui ont montré quand même une réelle valeur ajoutée. Avec plaisir. Bonjour à toutes et à tous. Je suis absolument ravi de faire partie de cette table ronde. Donc, je dirige une jeune ONG qui s'appelle Just One Giant Lab, on dit aussi Juggle, et qui a pour mission de permettre, on crée un cadre pour permettre à des initiatives citoyennes de sciences participatives et d'innovation ouverte de se créer et d'être accompagnées. Et donc, dans le cadre de la crise du Covid, on a créé un programme de recherche participatif autour du Covid qui a démarré en février et qui a mobilisé jusqu'à présent un peu plus de 4000 personnes un peu partout dans le monde et qui a permis l'accompagnement, la création d'un peu plus d'une centaine de projets actifs qui touchent autant en fait, des sujets comme le traitement avec des dispositifs médicaux, donc du hardware, mais aussi en fait, de la prévention avec par exemple des masques,
mais aussi des logiciels en open source, la lutte contre, par exemple, la mauvaise information, contre les fake news, et puis aussi du diagnostic. On a aujourd'hui, par exemple, 8 projets de diagnostic. La particularité de Juggle, c'est que tous les projets qu'on réalise sont open source. Donc, il y a vraiment un enjeu de créer des communs scientifiques et technologiques qui deviennent des fondations, on va dire, pour toute une communauté et puis pour le monde en général, sur lequel ils vont pouvoir s'appuyer et pour démocratiser l'accès aux outils en général. Et donc, toutes ces personnes-là sont des bénévoles. C'est-à-dire que notre rôle, c'est vraiment de faciliter la collaboration et derrière, faciliter une collaboration saine et l'arrivée en fait, à des résultats concrets. On fait ça de différentes manières. On a à la fois donc, une plateforme en ligne, mais aussi on anime la communauté, on met en place un système de peer reviewing participatif où c'est la communauté elle-même qui revoit, en fait, relie les projets et aussi décide de quels sont les projets qui sont dignes en fait, d'être accompagnés. Tout est fait de manière transparente et donc on a bénéficié également de subventions et de donations privées, entre autres par le Fonds AXA pour la recherche, qui nous a permis de créer un système de micro-grants, de micro-subventions qu'on délivrait donc aux meilleurs projets et qui permettait à ces projets portés par des bénévoles un peu partout dans le monde, des gens qui en général ne se connaissaient pas, de faire des preuves de concept. Et donc, ça a pris vraiment en fait, une envergure assez importante, d'autant plus qu'il y avait beaucoup de personnes qui n'étaient pas en mesure de trouver une place, en fait, une manière de pouvoir contribuer à la crise, soit parce que c'est des gens qui n'étaient pas à l'hôpital, soit parce qu'ils restaient chez eux, et ils avaient des compétences scientifiques ou techniques et qu'ils aimeraient bien en fait, pouvoir contribuer. Et les universités ou les institutions en fait, habituelles n'ont pas les capacités, ou en tout cas la culture, de pouvoir aller accueillir comme ça des communautés extérieures. Donc, on crée en fait cette interface. Et donc, pour vous donner quelques exemples, on a fait une collaboration avec la PHP qui a vraiment très bien fonctionné, où on était d'un seul coup le portail. Ils avaient monté un programme qui s'appelait Covid 3D. Et donc, on était le portail pour la PHP, pour tous les projets communautaires open source qui voulaient venir proposer des solutions imprimables en 3D qui pouvaient aider en fait, les besoins des hôpitaux. Donc, ça pouvait être autant des masques que des pièces de respirateurs, des systèmes pour pouvoir ouvrir les portes sans toucher en fait, avec la main. Et puis, on a également, en fait, cette collaboration, elle a pris un sens particulier avec les tests en open source. Aujourd'hui, on a 4 de ces tests qui sont même en demi-finale du X-Prize, donc ils font face à des projets qui sont portés par des beaucoup plus gros consortiums et qui sont également en fait, testés en milieu hospitalier par le laboratoire de virologie de l'hôpital Saint-Louis. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que on a fait la démonstration que avoir une approche communautaire et ouverte finalement de la science et de l'innovation, c'est pas que ça fonctionnait, ça fonctionne, mais c'est que c'est efficace. C'est efficace et c'est scalable, et qu'il suffit juste en fait de créer un cadre qui vient accompagner ces démarches-là pour les structurer, les accompagner et les amener vraiment à avoir un résultat concret. Et un projet qui va vraiment être en lien avec la discussion aussi d'aujourd'hui, on a un projet qui s'appelle AccuroLab, par exemple, qui développe une plateforme pour lutter contre les fake news liées au Covid-19 et qui a une zone de prototypage et d'action qui est principalement en Afrique et qui a fait un test. Ils utilisent la plateforme WhatsApp. Ils ont mis en place un système qui est basé sur l'IA, donc qui est capable en fait, d'aller chercher en fait, des articles ou des réponses déjà fabriquées par rapport aux questions qui ont été posées par les citoyens, et donc une forme de chatbot quelque part. Et ils ont fait une première mobilisation, ils ont testé leur outil sur 3000 personnes au Ghana, et avec des très bons retours. Et donc, c'est un outil qui est totalement en open source aussi, donc qui peut être, ils sont encore en train de l'améliorer, mais ça veut dire que ça peut être scalable et ça peut être répliqué en fait dans d'autres pays assez facilement et ça peut être traduit. Il y a un enjeu pour nous en ce qui concerne l'accessibilité aux données, vu qu'on n'a pas de statut institutionnel et que aucune personne en fait, de la communauté ne peut faire jouer non plus en fait, son statut institutionnel parce que personne ne travaille vraiment au titre de sa propre institution, même si on a des chercheurs ou des entrepreneurs ou des gens qui travaillent dans des boîtes qui participent évidemment.
notre accès en fait aux données est restreint aux données ouvertes. Et quand on voit en fait la quantité et la qualité en fait des compétences et des personnes qui peuvent se mobiliser et contribuer, c'est vraiment un gâchis en fait de ne pas avoir la possibilité de pouvoir être plus en relation avec les entités qui portent ces données-là et qui les partagent. Parce qu'on pourrait imaginer vraiment l'apparition d'applications d'exploration de ces données, voire même de certains contre-pouvoirs qui permettent en fait de lutter contre des vagues qui pourraient être portées, y compris parfois par des acteurs, comme on a parlé d'acteurs institutionnels comme le professeur Raoult. Et donc, d'avoir vraiment en fait, des outils de lutte. Mais pour ça, il faut accéder aux données. Donc, pour nous, Open Covid-19, qui est le nom du programme, a été une preuve de concept vraiment importante et qui nous permet en fait de faire passer le message où aujourd'hui, si on veut faire avancer la recherche et l'innovation dans le domaine de la santé, entre autres, on peut s'appuyer également sur les communautés ouvertes et pas seulement en fait en faisant ce qu'on appelle la science citoyenne où on a une approche descendante, mais en s'appuyant vraiment sur des communautés autonomes capables de délivrer en fait des véritables outils. Et ça, c'est un vrai changement. Ça ouvre des perspectives où d'un seul coup, on est capable de dérisquer certains sujets qu'on n'aurait pas explorés autrement avec les modèles économiques classiques. Et Thomas, y a-t-il eu en parallèle une présence d'acteurs privés dans le cadre de Yogel et justement dans le cadre de ce que vous avez mis en place, au-delà finalement de la démarche collaborative, académique ou un peu plus institutionnelle ou personnelle? Absolument. Donc déjà, en fait, on a été soutenu par surtout des acteurs privés, donc financièrement, mais aussi on a eu pas mal d'entreprises en fait ou d'ONG qui sont venues prêter main forte. On a également des entreprises qui ont mis à disposition une partie de leur personnel en fait pour contribuer sur des projets. Par exemple, un des projets de diagnostic a été porté par, entre autres, une start-up de biotech basée à New York, un community laboratory qui est basé à Chicago, un autre qui est basé à Lausanne, et puis également une personne de la CDC aux États-Unis. En général, en fait, c'est vraiment des personnes qui ne s'étaient jamais parlé auparavant, mais qui ont su construire ensemble en fait un projet très concret de diagnostic avec les compétences de chacun, les ressources de chacun. Et ça pour le coup, pour nous, c'est une vraie réussite. Ouais. Merci beaucoup, Thomas. Je propose que peut-être on passe notamment à d'autres exemples de collaboration, notamment les solutions digitales innovantes qui n'ont pas forcément toujours été basées sur de l'open innovation, mais parfois plus sur le constat d'un problème commun. Et peut-être qu'on passe la parole notamment à Franck pour la vision que tu as pu avoir dans le cadre de tes activités sur les initiatives intéressantes, notamment, qui ont émergé lors de la première vague ou de la seconde vague. Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Merci Thibaut, merci au HDI de cette prise de parole. Effectivement, alors c'est un sujet qui personnellement m'implique directement parce que quand j'ai effectivement créé ma société, c'était la promesse que j'avais mise, c'était comment on peut créer du lien, ce lien indispensable entre ce monde très bouillonnant, très rapide, sans fin, illimité des technologies et celui de la santé qui est parfois un monde un peu plus, on va dire réglementé, un peu plus conservateur. Et on a vu effectivement en l'espace de quelques jours, quelques semaines, se lever des barrières ou des culturelles, des barrières aussi, parfois physiques, parfois entrepreneuriales entre tous ces acteurs et toutes ces personnes et voir finalement qu'autour d'un besoin, d'une urgence commune, l'intelligence collective prenait le dessus et s'organisait. Et donc l'organisation de tout ça, on avait des expériences préalables, qu'on avait tous connues, dans nos entreprises respectives. Vous savez, les fameux hackathons où on arrivait dans des temps un peu dans de sortes un peu de contest, de jeux, à mobiliser, des gens issus de diversités, complètement, différentes, des chercheurs, des informaticiens, des marketeurs, enfin des gens qui étaient complètement issus et de les mettre dans des temps, dans des endroits fermés en disant: «Ben, il y a un problème, on l'adresse et à la fin de la journée, on a une maquette, on a un prototype et ça fonctionne et c'est opérable». C'est-à-dire que c'est capacité à réduire le temps, à redistribuer l'intelligence, à mélanger des personnes qui travaillent jamais entre elles,
alors qu'on est dans un monde quand même de silos, même si on est dans un monde de communication, on est quand même pas mal dans les silos. Là, de voir en quelque temps cette capacité, cette énergie à faire. Alors, il y a eu pas mal effectivement, d'initiatives. Il y en a une en France dont on parle beaucoup, qui fonctionne, auquel d'ailleurs il y a eu un point la semaine dernière. Je ne sais pas si vous avez cité, c'est la coalition Innovation Santé, hein, qui était très clairement celle qui a été mise en place par des acteurs institutionnels et relayée après par des acteurs privés, qui comporte aujourd'hui à peu près une trentaine, quarantaine de personnes et qui finalement répondait à un besoin important, c'est comment on arrive finalement à suivre, à mieux encadrer tous ces patients, on va dire entre guillemets «mis de côté» liés à l'urgence du Covid, hein. C'est tous ces patients dont on parle aujourd'hui dans les médias qui sont des patients chroniques qui n'ont pas forcément tous un suivi assuré, et donc de trouver effectivement des solutions de suivi. Donc là, c'est là que, bah, par rapport à un problème, par rapport à une problématique de santé, l'émergence d'innovation et la prise en compte de ces innovations par des grands groupes privés a permis d'aller plus vite et d'accélérer ces mises à disposition. Donc ça, c'est un bel exemple, et on voit que ça continue aujourd'hui, que finalement ça délivre, puisque je crois que la semaine dernière, un certain nombre de quantités de patients suivis, de statistiques ont été en tout cas avancées par le Digital Pharma Lab qui opère la coalition santé, hein. Et donc c'était intéressant de voir qu'en quelques phénomènes, il y a des projections tout à fait positives. Après, j'ai regardé un peu ce qui se passait dans d'autres pays, hein. On a eu notamment une opération en France qui s'appelle Hacking Covid. On a eu le German Covid, co-organisé avec le gouvernement allemand. Et là, vous avez 800 projets qui ont émergé avec 42 000 participants. Vous voyez, c'est tout de suite des effets d'échelle, des effets de convergence de gens qui ne se parlaient jamais. On a eu aussi en Suisse Versus Virus, qui a permis, voilà, iCrisis et en Pologne. Enfin, il y a pas dans tous les pays d'Europe, il y a eu des initiatives, et on voit bien qu'à partir du moment où on est motivé, on sort de nos silos, on est motivé par une raison d'être, une raison collective, un but commun, les choses vont beaucoup plus vite, et notamment l'échelle de temps est complètement explosée, quoi. Donc ça, c'est ça qui est intéressant. Après, la question qui peut se poser, c'est en matière de compétences, en matière de talent ou de fusion de tout ça, comment ça s'opère mieux? Est-ce qu'il y a des rôles de personnes qui canalisent, qui opèrent, qui font travailler les gens ensemble, qui savent aussi organiser, projeter, incuber toutes ces idées et donner, voilà, donner de la perspective et de l'organisation. Donc c'est aussi sur ces sujets-là aussi que c'est intéressant d'échanger aujourd'hui. Merci Franck. Je pense qu'aussi ça fait une excellente transition à la deuxième question pour notre audience. Et notamment dans le cadre du sondage, compte tenu finalement d'un besoin accru d'alliance et de collaboration, c'est quoi les compétences comportementales dont on peut avoir besoin? Je pense que c'est un sujet qu'on peut discuter avec Camille, mais peut-être en cas, je vous laisse présenter le sondage de la deuxième question. Et donc, plusieurs options en fait par rapport à ces alliances. Est-ce réellement de nouvelles compétences, ou est-ce que c'est des compétences qui deviennent plus importantes aujourd'hui? Et si oui, d'après vous, s'agit-il d'ouverture d'esprit, de capacité relationnelle, d'écoute active, d'adaptabilité, de capacité à naviguer dans l'inconnu, ou d'humilité? Donc, n'hésitez pas à faire part de vos recommandations. Et je passe la parole notamment finalement sur les compétences comportementales qui sont nécessaires, à la fois dans le cadre d'une crise sanitaire et également dans le cadre de la gestion de la collaboration, où finalement on est obligé de s'ouvrir et d'essayer de comprendre comment fonctionne l'intervenant de l'écosystème qu'on ne connaît pas forcément très bien. Oui, merci Thibaut pour l'introduction. En tout cas, merci à vous de m'avoir convié à cette table ronde pour pouvoir parler effectivement des compétences comportementales et de l'humain, qui sont des sujets qui m'intéressent particulièrement. Donc, avant de commencer, donc juste une rapide introduction pour vous présenter GenSearch. Donc, en fait, GenSearch, on est un cabinet de conseil en ressources humaines spécialisé dans le secteur de la santé uniquement. Et donc, dans cet environnement, en fait, on a 3 prestations principales qui sont le recrutement, les assessments et le coaching. Et donc, moi, je suis consultante et coach au sein de ce cabinet. Donc, effectivement, les besoins de compétences comportementales émergent depuis déjà un certain temps dans l'environnement de la santé. Et avec la crise dans laquelle on se trouve aujourd'hui, effectivement, donc, se sont accentués de façon à pouvoir répondre à ce besoin collaboratif dont on parle depuis tout à l'heure.
et couplé effectivement avec la création de nouvelles fonctions qu'on a vu apparaître, de nouveaux métiers, donc data scientist, data analyst, des fonctions plus digitales, autour donc des données de santé en vie réelle, mais également de customer experience, avec du coup l'arrivée aussi de profils mixtes public-privé, permettant vraiment de faire le lien en fait entre donc l'écosystème, enfin l'environnement privé avec donc l'écosystème public, donc mieux le comprendre. Donc ça vraiment ce côté collaboratif, mais également donc des profils mixtes scientifiques et techniques. Et donc tout ça effectivement donc amène à avoir un besoin de développer un certain nombre de compétences comportementales qui, dans un environnement de crise, peuvent comment dire, créer un certain désalignement des objectifs collectifs. Tout à l'heure, on parlait, dans une table ronde, on parlait en fait des objectifs de chacun. Comment faire pour que donc, tous ces acteurs en fait, dans cet écosystème puissent se retrouver. Et donc là, c'est exactement la même chose au niveau des entreprises. Dans une situation de crise, il peut y avoir donc besoin de revoir en fait ces objectifs collectifs, de se poser, de réfléchir ensemble aux impératifs stratégiques, de revoir les cahiers des charges et évidemment sous-tendu d'avoir accès aux données de santé très clairement. Donc tout ça pour dire que les compétences comportementales qu'on a besoin d'avoir pour aller dans une approche plus collaborative, pour casser les silos dont parlait Franck tout à l'heure, donc vraiment dans une approche des gestions de projets. Il y a besoin d'expérimenter, d'essayer. Il y a ce besoin, donc, dans une période de crise, on parlait tout à l'heure dans une autre table ronde, donc, besoin de répondre rapidement. Donc, on se met en marche tous ensemble, donc le plus vite possible. On va donc gérer, mettre en place des nouveaux projets. Et donc, du coup, ça nécessite des compétences particulières, notamment de curiosité intellectuelle, savoir un petit peu ce que les autres font dans les autres équipes, pas forcément que dans son équipe, mais de voir un peu ce qui s'y passe dans le marketing, dans le market access, dans les études cliniques, dans le médical, etc. Mais également avoir un certain niveau d'écoute et de compréhension en fait, donc, des objectifs de chacun. Et donc, tout ça mis ensemble pour pouvoir développer encore plus le collaboratif qui est nécessaire encore plus quand on est dans une situation de crise. Alors, le collaboratif avait déjà été mis en avant un peu avant donc le contexte dans lequel on se trouve, mais ça a été un accélérateur en tout cas de ce besoin-là. Merci Camille. J'ai vu deux éléments en fait qui ressortent dans le cadre de la... notamment, on vient d'obtenir les résultats du sondage à l'instant. Beaucoup de qualités, finalement, sont autour de 55 à 60%. Mais l'ouverture d'esprit et l'adaptabilité ressortent très clairement. Qu'est-ce que tu penses que ça peut changer, notamment par rapport aux futures opportunités professionnelles ou finalement aux futurs éventuels postes ouverts dans le cadre de ces collaborations et notamment des qualités qui seront recherchées? En fait, si tu veux, ce qui se passe, c'est que chaque personne, alors que ce soit au sein de l'entreprise ou de façon plus large, plus macro, dans un écosystème de données, peut apporter et apporte sa pierre à l'édifice finalement. Donc, dans ce besoin très clair de casser les silos et d'être en transversalité, il faut s'intéresser et voir ce qui se passe à côté. Et donc, ces deux compétences-là sont vraiment, je tendance à dire, des prérequis en fait, pour être dans le collaboratif et pour pouvoir avancer ensemble. Donc, ça se met en place au niveau des entreprises, donc de façon assez micro, et en même temps, après, ça se diffuse de façon plus large dans tout l'écosystème qui va être impacté et qui va être aussi acteur en fait du projet dans lequel on se trouve. Merci Camille. J'ai vu deux questions en fait qui sont également remontées et ça m'intéresserait de connaître les opinions des membres du panel. La nécessité de travailler en équipe multiprofessionnelle,
et notamment finalement de faire coexister à la fois des supports techniques qui ont l'obligation de montrer la preuve technologique et des professions médicales qui vont plutôt avoir besoin de prouver avant de lancer quelque chose. Donc finalement une coexistence de lancer et prouver versus prouver et lancer, qui n'est pas forcément toujours évident à faire coexister. Et peut-être une deuxième question, c'est la place des patients et des associations de patients sur justement ces processus de collaboration et la nécessité de les intégrer probablement le plus tôt possible. Ouais. Ça m'intéresserait de savoir justement au niveau de Google ou au niveau de Armel ou Ouais, peut-être intervenir sur les patients parce que justement, quand on fait un peu aujourd'hui, en dehors de la crise Covid, de la problématique du business model de la e-santé en général, on s'aperçoit que dans beaucoup de cas, on a un problème de rencontre des usages. Hein, très clairement, il y a beaucoup d'innovations, il y a beaucoup de choses intéressantes, mais les usages ne sont pas là parce que il n'y a pas d'adaptation soit des problèmes de santé, soit il n'y a pas d'adoption des patients. Et c'est vrai que dans mon expérience professionnelle, y compris quand j'ai dirigé une start-up il y a quelques mois, le fait d'intégrer les patients, tout ça, ça posait parfois des problèmes. C'est-à-dire qu'on n'arrivait pas à se dire, mais si ça ne se co-construit pas ou si ça ne fonctionne pas, est-ce qu'on est capable d'arrêter? Est-ce qu'on est capable d'avoir l'humilité, à un moment, il y avait l'humilité dans les critères, d'arrêter ou de se dire que ça ne marchera pas, c'est-à-dire de ne pas aller brûler 15 millions d'euros d'investissement ou de faire des choses, mais de se dire ça ne fonctionnera pas en fait. Donc ça veut dire que si on n'intègre pas on n'est pas dans le collaboratif très tôt dans le processus d'innovation, ça peut amener à des mauvaises surprises au bout. Et on voit bien que beaucoup d'innovations, malheureusement, qui sont très très bien, ne servent à rien au bout parce que les usages ou l'envie d'utiliser n'est pas là, quoi. Si je peux intervenir, je rejoins complètement Franck sur ce qu'il vient de dire. Le problème, si on se positionne, puisqu'on est sur un sujet data, on va dire, et donc numérique, si on prend le sujet plus largement, au-delà des usages, bien sûr, parce que le numérique change les usages, le numérique a un impact extrêmement fort sur l'organisation de soins et du système de santé. Et donc, en fait, sortir une solution numérique qui est censée avoir un impact important sur les professionnels de santé et ou les patients, c'est pas juste dans ce cadre-là, il faut voir plus large ce que ça change dans le système, dans l'hôpital, dans la relation ville-hôpital. Et on voit bien que la difficulté, c'est qu'il y a aussi un accompagnement qui est nécessaire du changement qui doit s'opérer pour que tout ça se mette en place. Et ça doit arriver au plus haut niveau. C'est-à-dire que quand on parle de réorganiser le système de santé, on voit bien que ça ne se fait pas en un claquement de doigts. Et c'est bien la problématique de tous les industriels qui développent des solutions numériques qui changent beaucoup la façon d'opérer au quotidien le soin et les relations entre les différents professionnels de santé et les patients. Et c'est là où je vois, moi, le frein majeur, c'est-à-dire qu'il faut changer les états d'esprit. Il faut éduquer pour pas que les gens aient la trouille, parce que c'est un peu ça, quand on ne sait pas trop ce qui vient devant, comme on a peur, on reste un peu sur ses acquis et le changement ne se passe pas. Et moi, c'est le frein majeur que je vois, c'est faire travailler tout ce monde-là ensemble nécessite d'avoir une vue d'hélicoptère pour voir comment pourrait se refaire toute l'organisation. Je rejoins les deux témoignages précédents. On a pu expérimenter avec Joga le fait qu'il y avait beaucoup d'initiatives individuelles ou séparées qui se ressemblaient beaucoup. Et le fait de pouvoir les réunir en fait sur la même plateforme, ça les a permis à la fois de se comparer, de parfois s'unir, de fusionner, et de manière en fait plutôt très positive, puisque ça a conduit à des projets qui étaient beaucoup plus solides. Et tout simplement parfois en fait à certains projets en fait d'arrêter parce qu'ils n'étaient clairement pas en fait compétitifs par rapport à d'autres projets. Le fait aussi qu'on est en mesure de prendre peut-être plus de risques parce que le niveau en fait d'investissement en fait il est très faible. C'est-à-dire que déjà en fait les personnes qui arrivent, on n'a pas besoin d'investir 15 millions d'euros pour pouvoir faire ce qu'on est en train de faire. Aujourd'hui, pour permettre à ces quelques milliers de personnes et à plus de centaines de projets, en tout, ça a coûté un peu plus de 200 000 euros. Donc, c'est un niveau d'investissement en fait, qui est relativement faible. Ça nous permet en fait aussi de distribuer
des petits financements en fait à beaucoup de projets. Et même si un projet entre guillemets ne réussit pas, c'est pas très grave. On aura perdu quelques milliers d'euros. Et si un projet en fait fonctionne et qu'il y a des premiers résultats, on peut l'accompagner à nouveau en fait et le refinancer. Donc ça permet vraiment en fait une prise de risque qui est modérée, d'explorer en fait du coup un paysage beaucoup plus important et donc de permettre en fait à les personnes d'être rassurées, de se comparer parce que l'esprit est vraiment à la collaboration, de fusionner et à la fin d'avoir des projets qui sont vraiment vraiment solides et d'arriver à, comme ce qu'on a pu voir, à des projets qui, même si portés par des communautés ouvertes, peuvent rivaliser avec des projets portés par des startups ou des plus gros labos académiques dans le cadre du X-Prize par exemple. Et peut-être pour compléter ce que tu dis, Thomas, par rapport à ces collaborations, donc j'en déduis que tu parlais de l'évaluation finalement de ces collaborations et de la nécessité de prendre en compte assez régulièrement où est-ce qu'elles en sont pour sélectionner les meilleures. Comment tu vois finalement la pérennisation de ces collaborations et la capacité de les évaluer au long cours, voire de trouver un modèle incitatif pour tous les acteurs finalement, puisqu'on voit qu'en ce moment, il y a un remboursement qui commence à arriver pour les solutions digitales en France, si on retient que celle-ci, un modèle allemand qui est également en train d'essayer de favoriser le développement des solutions digitales. Et justement, est-ce que tu penses que c'est autant d'exemples qui permettent de se poser un certain nombre de questions sans forcément trouver les meilleures solutions pour le moment, de développer et de permettre ce type de collaboration afin d'en assurer la pérennité? Ouais, c'est un enjeu majeur et je pense qu'il y a un enjeu de légitimité, de reconnaissance. C'est-à-dire que je pense que quand on voit arriver un projet qui a été porté par une communauté ouverte, on a tout de suite envie de douter. Est-ce que c'est vraiment sérieux? Où est-ce que ça va aller? C'est porté par qui? Où se trouve le leadership? Et donc, nous, notre enjeu, c'est vraiment de consolider tout ça, de backer en fait, un maximum en fait, les projets les plus prometteurs, de les mettre en contact avec les bonnes organisations pour qu'ils puissent avancer, y compris les organisations en fait, qui peuvent les accompagner sur des questions légales et d'autorisation, pourquoi pas. Et donc là, on arrive en fait à un vrai sujet, c'est que bon, sur tout ce qui est application numérique, la plupart du temps, c'est plus simple lorsqu'on commence à toucher en fait, à des dispositifs médicaux et à des dispositifs par exemple, de diagnostic. Là, on a besoin de passer par des essais cliniques, en tout cas par des validations cliniques. Et ça demande en effet un savoir-faire et ça demande aussi plus de ressources. Donc, là, on compte en effet sur des partenaires bénévoles qui viennent nous aider en fait sur ces questions-là. Et donc, un des enjeux majeurs pour nous, ça va faire en sorte de faire reconnaître en fait la légitimité de ces initiatives-là, au même titre que de startups ou des initiatives publiques, pour pouvoir bénéficier en fait des aides de l'État ou des aides similaires. Parce qu'en termes d'impact, on est au même niveau. C'est-à-dire que donc il y a du boulot parce que c'est tout à fait nouveau. Nous, notre enjeu, c'est de démontrer en fait que ça fonctionne. Donc, on va accompagner les projets les plus impactants en fait, le plus loin possible. Et ensuite d'utiliser ça comme une histoire, une preuve de concept qui va nous permettre en fait, de faire changer un peu les états d'esprit. Aujourd'hui, on a plutôt un bon accueil des institutions avec lesquelles on parle. Globalement, ils comprennent en fait, ce qu'on est en train de faire. Maintenant, il y a un travail pédagogique. C'est en général, au niveau des institutions qui ont une certaine forme d'agilité comme la PHP, ça a été assez vite. Lorsqu'on parlait en fait, avec les autorités médicales, de sûreté médicale, pour le coup, c'était différent. On ne comprenait pas très bien ce qu'il n'y avait pas un acteur en fait, centralisé en fait, avec lequel ils pouvaient parler. Donc, c'est des choses sur lesquelles on est en train de creuser. C'est la même chose en fait en termes de distribution. Par exemple, ces tests de diagnostic, la plupart des personnes qui sont en train de les développer ne vont pas être les personnes qui vont vouloir en fait, devenir des entrepreneurs pour pouvoir les développer ensuite avec un modèle économique et les distribuer. L'enjeu, c'est de trouver des acteurs économiques déjà établis, des entreprises publiques ou privées, qui vont avoir envie en fait, de récupérer la recette, entre guillemets, le processus, le système en tant que tel, pour pouvoir l'appliquer et le distribuer localement. Merci beaucoup, Thomas. Je pense qu'en conclusion, on peut probablement donner également les 3 recommandations qui sont issues du livre blanc qui a été publié aujourd'hui justement à l'occasion de ce HDI Day. Finalement, la capacité à utiliser au maximum de ses capacités l'open innovation, avec la capacité à y trouver également un business économique à terme, pérenne. La nécessité aussi, probablement, pour reprendre les propos d'Armel et de Franck, d'associer les acteurs privés à la démarche capacitaire et notamment dans le cadre des crises sanitaires, de pouvoir compter sur eux, car ils sont indispensables en tant que membres de l'écosystème.
Et enfin, les cas d'évaluer l'impact des collaborations et de réfléchir aussi à une manière de trouver un système incitatif pour tous les acteurs afin finalement de pouvoir aussi pérenniser ces collaborations et que chacun puisse y trouver un intérêt, ce qui est le meilleur moyen de continuer à travailler ensemble.